Bonjour, bienvenue chez Vision Biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités. Les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas, comme l'a dit Dale Carnegie. Et celui qui a des idées ne sait pas les faire passer n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas, a dit Périclès. J'espère que vous allez bien, ainsi que toutes les personnes qui vous sont proches. Aujourd'hui, nous allons échanger sur devenir autorité morale qui est un concept de deux mots. Au cours de notre échange, nous aurons quatre parties. Premièrement, nous allons introduire concernant les concepts d'autorité morale. Nous allons parler de la politique. Nous allons parler du leadership et nous allons vous dire comment devenir autorité morale. Le terme autorité morale, c'est un terme utilisé souvent en République démocratique du Congo dans le secteur de la politique pour désigner une personne ou une autorité par rapport à son poste qui dirige soit un parti politique ou un groupe de partis politiques, et c'est la personne qui donne la ligne de conduite de l'organisation, et les consignes de l'autorité morale restent inchangées. Mais le concept d'autorité morale, comme je l'ai dit, qu'au cours de cet échange, vous serez renseigné pour éviter des abus de langage. Et souvent dans la vie, les mots que nous utilisons souvent, ce sont les mots que nous connaissons pas souvent très bien la définition. C'est ainsi que souvent il y a des abus de langage. Aujourd'hui, le monde a besoin des gens qui sachent conduire les foules, qui sont la lumière du peuple et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et dont le courage et le calme inspirent la confiance, des personnes qui maintiennent l'équilibre entre le courage et la douceur, l'humilité et l'assurance. Cette réflexion qui tient à présenter le concept d'autorité morale, un concept de deux mots, comme l'avait dit Dédé Kassaï, lorsque le concept est erroné, les résultats seront infailliblement erronés. Au cours de cet échange, nous présenterons le concept d'autorité morale. Aussi, cette réflexion ou cet échange devait inspirer les leaders d'opinion pour qu'ils puissent utiliser les termes, les mots dans leur vrai sens. Et cet échange et la photographie du leadership politique congolais, elle accompagne les changements. Ce n'est pas un avis catégorique parce que les choses sont en train d'évoluer et les leaders politiques et les politiciens sont des humains comme nous avec des qualités et des défauts. Et nous allons définir dans cet échange, nous allons parler un peu de la politique. La politique est définie comme étant l'art de gouverner pour les intérêts de la communauté ou les systèmes que les hommes utilisent pour gérer les ressources territoriales. Et la politique en tant que substantif consiste à l'art de gouverner. Mais souvent en République démocratique du Congo, lorsqu'on parle de la politique, les concepts erronés suivants sont dans la pensée populaire. C'est l'art de mentir. Les politiciens sont reconnus comme étant des menteurs populaires. Il y a un écart entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et souvent, les gens se posent des questions parce que ces gens-là étaient dans l'opposition avant. Apparemment, lorsqu'ils entrent en politique, on dirait qu'ils portent un casque, ils n'attendent plus rien. Et souvent, en République démocratique du Congo, on dit que vous êtes un politicien, c'est-à-dire vous êtes un menteur. Et à chaque gouvernement ou à chaque fois qu'il y a un nouveau président ou un nouveau gouvernement, les politiciens viennent avec un arsenal de mots. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent avec des mots tels que gouvernement des warriors, gouvernement des technocrates, la révolution de la modernité, les 5 chantiers, gouvernement des saluts publics, la décentralisation. Ce sont des termes qui existent, mais qui sont plus mis en exergue à l'accession du pouvoir ou lorsqu'un gouvernement. Le deuxième concept erroné, c'est un moyen rapide pour gagner de l'argent ou un moyen pour gagner de l'argent à un temps record. Et les Congolais ont découvert que l'appareil de l'État peut être utilisé comme instrument de prédation. Donc il y a des sketchs même actuellement qui les dénoncent, où les gens viennent au pouvoir non pas pour servir, mais pour se servir. Aussi, le troisième concept erroné de la politique, c'est une occasion pour écraser des autres et faire de soi-même et de son entourage intouchable. Et en République démocratique du Congo, on le voit souvent lorsque quelqu'un arrive au pouvoir, il devient intouchable et son entourage, d'où il y a des trafics d'influence. En République démocratique, il y a quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu me connais? Moi, je suis le frère de, je suis l'ami de. Or, d'une manière générale, on valorise plus les personnes que les institutions. Donc, c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la personnalisation des institutions. C'est à cause de ces concepts erronés
ou c'est une occasion pour écraser les autres ou faire faire de son entourage intouchable. Nous allons parler du leadership. En République démocratique du Congo, depuis un certain temps, tout le monde veut se faire appeler leader à temps et à contre-temps. Donc, c'est pourquoi nous avons dit au début que lorsque le concept est erroné, les résultats seront infailliblement erronés. Et la République démocratique du Congo n'a jamais manqué de leader, ni dans son passé, ni dans son présent. Mais d'une manière générale, comme on dit en statistique que ce sont les valeurs extrêmes qui influencent la moyenne, la majeure partie des personnes qu'on croyait être des leaders ou des cadres politiques ou des dirigeants, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, dans l'opposition ou lorsqu'ils n'étaient pas encore politiciens, ils ont donné beaucoup d'espoir au peuple, mais une fois arrivés au pouvoir, le peuple a été déçu et actuellement il s'est dit à qui est-ce qu'on peut faire confiance dans ces pays. Mais en ce qui concerne les leaderships ou les leaders, Dédé Kassaï nous donne 7 concepts erronés concernant les leaderships et les leaders. Les gens pensent premièrement que les leaders, les directeurs, les PDG, les gérants, les présidents ou les pasteurs est un leader. Les gens considèrent que lorsqu'ils reçoivent une position de leadership, qu'ils sont automatiquement leaders, ou certains sont peut-être en posture de management. Ce n'est pas ici le temps de minimiser le management, de donner la supériorité au leadership par rapport au management, parce que le management s'occupe à maintenir l'organisation, mais le leadership consiste à influencer. Or, d'une manière générale, votre directeur, vous êtes là sous son autorité parce que vous avez un travail à faire. Une fois que le travail est fini, vous n'êtes pas sur sur son influence. Le deuxième concept erroné en ce qui concerne le leadership, c'est les businessmen ou les entrepreneurs sont des leaders. Souvent, les gens pensent qu'un homme ou une femme d'affaires ou un entrepreneur est automatiquement leader. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les gens peuvent venir travailler pour vous juste parce qu'ils ont besoin d'argent ou juste parce qu'ils ont besoin d'une expérience ou par curiosité dans un certain domaine. Viennent travailler pour vous, mais vous les influencez en rien. Le troisième concept erroné, c'est toute personne qui octroie de l'aide est un leader. Ce n'est pas parce que vous aidez les gens que vous devenez automatiquement leader. Donc, si c'était le cas, quand on rencontre un mendiant dans la rue, on lui donne de l'argent, on devient son leader, c'est pas ça. Et les quatrième concept erroné, c'est la connaissance et l'intelligence. Les gens pensent que ceux qui possèdent la connaissance ou l'intelligence sont par ces faits même leaders. Or, vous pouvez visiter les plus grandes universités au monde. Vous allez voir que les gens qui ont une intelligence supérieure, mais leur habilité en matière de direction est d'un niveau très bas. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de connaissances qui fait de quelqu'un un leader. Le cinquième concept erroné, c'est toute personne qui se tient devant une foule est un leader. Vous pouvez vous tenir devant une foule parce que vous êtes un humoriste, parce que vous avez un message à passer. Vous ne devenez pas automatiquement leader parce que vous n'influencez pas ces gens. La popularité n'est pas synonyme de leadership. Le sixième concept erroné, le leadership est réservé à une classe ou à une famille ou à un territoire. Donc, il y a de ceux qui disent que le leadership est réservé par rapport à certains pays, par rapport à ces gens-là sont automatiquement leaders. Or, nous ne sommes pas leaders, nous les devenons même si certaines personnes naissent avec déjà certaines aptitudes de leadership. Et le septième et le dernier concept erroné, c'est ceux qui se disent eux-mêmes être leaders. Quand les gens se disent eux-mêmes leaders, c'est parce qu'ils conduisent le peuple à quoi? Mais face à ces concepts erronés, nous avons recueilli quelques définitions en ce qui concerne les leaderships. D'après Dale Carnegie, le leadership, c'est aider chacun à réussir ce qu'il est capable de faire, établir une vision pour l'avenir, encourager, guider et entretenir des relations réussies. Et d'après Dédé Kassaï, c'est la capacité d'influencer les autres par inspiration, motivée par une passion pour une vision claire provenant d'un dessein prédestiné. Il y a aussi la définition de Robert Crandall, c'est la capacité d'anticiper les changements. Et Anne Virginie Wafo définit aussi le leadership en disant ceci, c'est la capacité ou c'est l'effet de bâtir une vision dans le cœur et la pensée des gens. Et Espérance Mbakadi aussi définit le leadership en disant que c'est l'exercice de l'influence pour l'accomplissement d'une cause commune. Et enfin, il nous reste deux définitions, celui de Georges Catolil,
c'est la direction d'un groupe qui consiste essentiellement à savoir comment amener les gens à travailler ensemble. Et la dernière définition du leadership, selon John C. Maxwell, qui est un expert en leadership aussi, il dit que c'est une question d'influence. Nous voyons que dans ces définitions, il y a des termes qui reviennent ensemble, qui reviennent souvent. Il y a par exemple la vision, c'est l'image mentale. Un leader doit être une personne qui établit une vision. Vous amenez les gens où? La vision est l'image mentale de ce qu'ils devraient entreprendre ou voir la fin au commencement. C'est ça un élément de leadership. Donc la vision. Or, quelqu'un dit une vision sans action n'est que rêverie et des actions sans vision ne sont que des passe-temps. Ça, c'est un des éléments qui revient dans le leadership. Il y a aussi l'influence. Quelle est l'influence que vous exercez de ces gens-là? Parce que les gens ne regarderont pas seulement à ce que vous disiez, mais à ce que vous faites aussi, à ce que vous êtes aussi. Parce que ce que nous sommes parle plus fort par rapport à ce que nous disons. Donc, nous voyons un élément, l'influence. Il y a aussi un autre élément qui est la passion, qui est le carburant de tout ce que... Est-ce que vous êtes passionné pour le pays? Parce que les gens disent qu'ils sont leaders, mais quelle est la passion qu'ils ont par rapport à ceux qui disent qu'ils sont leaders? Où est-ce qu'ils amènent les gens? Il y a aussi un élément qui est important, qui est aussi les relations réussies. Est-ce que vous, en vous disant leader, est-ce que vous êtes capable d'établir et d'entretenir des relations réussies comme l'avait dit Dale Carnegie? Et nous vous conseillons aussi les livres de Junior Perrette intitulés Comment réussir avec les autres, les relations humaines comme une arithmétique, où il dit que dans une relation, il y a une addition de nos différences, une soustraction de la solitude, une multiplication des capacités, une division de nos responsabilités. Nous avons aussi fait, il y a parmi un de nos échanges, nous avons aussi l'apport des relations humaines dans la vie. Et aussi, dans toute cette définition, nous devons comprendre aussi qu'il existe une différence entre le leadership et les leaders. D'une manière générale, les leaders, c'est la fonction ou le système qui gouverne. Mais les leaders, c'est celui, la personne physique ou la personne morale qui dirige. Nous avons constaté aussi qu'en République démocratique du Congo, il y a aussi une crise de leadership. Il y a 4 éléments qui sont des signes qu'il y a une crise de leadership. Premièrement, il y a un manque d'une vision collective. Quelle est la vision actuelle de la République démocratique du Congo? Si on demandait à un Congolais lambda, quelle est la vision de la République démocratique du Congo? Donc, c'est le manque de vision collective. Il y a aussi le manque de progrès et ou de développement. Certes, il y a des changements, il y a des améliorations, mais à chaque fois qu'il y a un changement, c'est lui qui vient après détruire tout ce qui a été précédé. Donc, je ne veux pas entrer dans des débats qui a détruit quoi, qui a construit quoi, mais d'une manière générale, au lieu que les pays puissent avancer, les pays continuent à régresser. Il y a aussi les manques des structures et des institutions fiables. Aujourd'hui, d'une manière générale, comme je le disais précédemment, il y a une personnalisation des institutions. Au lieu qu'en République démocratique du Congo, qu'il y ait des institutions fortes, il y a des individus forts. Et aujourd'hui, quand vous parlez d'une institution, au lieu de penser au pays, on passe plus à un individu, même si c'est lui qui exerce la direction, mais d'une manière générale, comme on dit, les hommes passent, mais les institutions restent. Les derniers signes des crises de leadership, il y a aussi une présence régulière de conflits internes entre leaders. Au Congo, tout le monde veut diriger. Et si tout le monde veut diriger, qui va être subalterne? Qui va laver les assiettes des autres? Qui va aider les autres à construire leur maison, à gérer leurs affaires? Donc, nous voyons que tout le monde veut devenir leader. Et aussi, pour ouvrir une parenthèse, en République démocratique du Congo, lorsqu'on pose à quelqu'un qu'est-ce que tu veux devenir dans l'avenir, tout le monde veut se dire qu'il deviendra président et deviendra ministre. Or, d'une manière générale, être président, être ministre, c'est pas un métier, c'est juste une fonction qu'on vous donne pendant un moment de votre vie. Vous ne ferez jamais carrière dans la politique. Nous sommes arrivés à la fin où nous allons parler de comment devenir autorité morale. Comme je l'avais dit que lorsque le concept est erroné, les résultats seront infailliblement erronés. Beaucoup de gens se disent être autorité morale ou être sous une autorité morale.
Bon, nous avons la définition de l'encyclopédie Larousse qui dit que l'autorité morale est une réalité psychique, une conscience mais plus haute et plus riche que la nôtre, et dont, et dont nous sentons que la nôtre dépend et trouve sa source dans la société. Donc, c'est-à-dire que l'autorité morale trouve sa source dans la société. Ce n'est pas une personne de s'autoproclamer autorité morale. Et selon un auteur, il dit que dans l'histoire, il y a eu seulement deux autorités morales dans l'histoire. C'était premièrement Jésus-Christ et Socrate, où Matthieu, dans son évangile, est en train de dire qu'il enseignait un homme qui a autorité, non pas comme les scribes. Et Socrate, dont Platon disait qu'il enseignait la vertu sans demander de l'argent, non pas comme les sophistes. Donc, d'une manière générale, nous voyons que l'autorité morale, ce n'est pas à une personne de s'autoproclamer autorité morale ou de vous dire qu'autorité morale parce que cette personne-là exerce un poste de responsabilité. L'autorité morale, c'est par rapport à la personne telle qu'il est. Et John Maxwell définit les concepts autorité morale comme ceci. L'autorité morale est la reconnaissance de l'influence d'un leader. L'influence fondée sur ce qu'il est au-delà du poste qu'il occupe. Et on devient autorité morale en menant une vie authentique qui inspire la confiance et on les préserve grâce aux efforts de leadership réussis. Elle découle de toute une vie de constance. Les leaders peuvent aspirer à gagner l'autorité morale par son mode de vie, mais seuls les autres peuvent la lui accorder. Donc, vous comprenez bien que l'autorité morale ne s'autoproclame pas. Ce n'est pas question de la position que quelqu'un a dans une structure, mais c'est plus par rapport en regardant sa vie. Et John Maxwell donne 4 éléments qui peuvent amener quelqu'un à devenir autorité morale. Premièrement, c'est la compétence, c'est-à-dire la capacité de diriger les autres. C'est la capacité d'abord de diriger. Lorsqu'on vous donne un poste de direction, les compétences, beaucoup de gens oublient que si les compétences qui vous ont amené à un poste de responsabilité ou à un poste de leadership ne sont pas les mêmes qui vous permettront à exercer cette fonction-là. Donc, d'où il faut maintenant à chercher à améliorer ses compétences. Et comme l'avait dit à Napoléon Bonaparte, l'ambition dont on n'a pas les compétences est un crime. Et pour faire les grandes choses en tant que leader, comme Jésus l'avait dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, on vous accordera les grandes. Et le deuxième élément pour devenir autorité morale, c'est le courage. L'autorité morale, c'est quelqu'un qui va de l'avant en dépit de la peur. Et comme l'avait dit C.S. Lewis, que le courage n'est pas simplement l'une des vertus, mais la forme de toutes les vertus au moment de l'épreuve. Est-ce que la personne pour laquelle nous appelons autorité morale, est-ce que c'est un courageux ou bien un peureux? Et comme le disait quelqu'un, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais ça avancer malgré la peur. Le troisième élément pour devenir autorité morale, c'est la constance. Et il est à considérer et il est à remarquer dans la politique congolaise. La transhumance, l'inconstance, comme le disait Jim Collins, que l'inconstance chronique est la signature de la médiocrité. Nous allons voir quelques avantages de la constance. Et la constance assoit la réputation. La constance sécurise les membres de l'équipe. La constance permet de mesurer la croissance avec exactitude. C'est-à-dire, quand quelqu'un est constant, vous pouvez mesurer quelles sont les avancées qu'il est en train de faire. Et la constance aussi procure la pertinence et la constance façonne les attentes par rapport aux autres. La constance garde les leaders fidèles à son message. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, on peut se dire aujourd'hui qu'on a des autorités morales qui sont constantes pour l'accord? Donc, est-ce que au Congo, on a des autorités morales qui sont constantes? Et il a constaté une transhumance politique. Les gens qui étaient hier dans l'opposition, ils entrent au pouvoir. Après, ils redeviennent opposants. Après, ils changent de discours du jour au lendemain. Et le dernier élément pour devenir, ou les quatrième élément, c'est les caractères. C'est manifester la grandeur intérieure qu'extérieure.
L'autorité morale découle des bonnes intentions, des bonnes valeurs, des bonnes convictions, des bonnes actions et des bonnes réactions. La plus grande partie du leadership s'exerce à l'extérieur. Mais est-ce que intérieurement, la personne que vous appelez autorité morale ou les personnes que nous considérons comme étant autorité morale, est-ce qu'ils sont vraiment de bons caractères? Et dans les caractères se manifestent aussi par l'intégrité, c'est aligner ses actions sur des valeurs. Il y a aussi l'authenticité du leader. Les jeunes ne veulent pas suivre un leader qui prétend être ce qu'il n'est pas. Et ils ne s'attendent pas à la perfection, seulement à de l'honnêteté. Et la plupart des cas, les gens ne sont pas souvent honnêtes. Ils veulent faire croire aux gens au-delà de ce qu'ils sont par rapport à ce qu'ils disent. Or, les gens regardent à ce qu'ils sont réellement. Il y a aussi, dans les caractères, il y a l'humilité. L'humilité, c'est la capacité de reconnaître ce qu'on est capable, les pouvoirs qu'on a, mais de se laisser, de se considérer comme tout autre être humain. Et l'humilité désigne trois choses, et ou désire trois choses. Premièrement, vous savez ce que vous avez, comme je l'avais dit précédemment, et ce que vous êtes capable. Et deuxièmement, vous êtes assez sûr de ce que vous êtes. Donc, vous n'avez pas besoin d'attirer votre attention, l'attention des autres sur vous. Et vous vous réjouissez des réalisations des autres. Et Pat Robertson considère que l'humilité est la plus grande vertu parce que la plupart des conflits que nous avons, la plupart des problèmes que nous avons dans notre société d'aujourd'hui, c'est lié à nos orgueils. Et la dernière des choses qui est dans les caractères, comme je le disais, il y a l'amour. Les leaders doivent se soucier des gens. Est-ce qu'on peut dire que les autorités morales en République démocratique du Congo se soucient des gens? Ou bien à un moment, on commence à voir qu'apparemment, on dirait ces autorités morales sont en train de se moquer des gens qui les suivent. Donc, nous avons parlé des 4 éléments pour devenir autorité morale, où nous avons parlé de la compétence, du courage, de la constance et du caractère. Et dans les caractères, il y avait 4 éléments. Il y a l'intégrité, l'authenticité, l'humilité et l'amour. Et toutes ces informations, nous l'avons puisées dans les livres de Junior Perrette intitulé Devenir autorité morale, qui est disponible en format papier et en format numérique. Je tiens à vous remercier de l'attention que vous nous avez accordée. Si vous nous avez suivis, c'est parce que vous voulez apprendre dans les calmes au lieu d'apprendre dans les larmes. Nos motivations n'ont pas changé. Les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Comme le disait Dale Carnegie, et celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas, comme l'a dit Périclès. Je tiens à vous remercier et n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn. Dans l'attente prochainement d'échanger avec vous, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Vision Biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités. Merci beaucoup. Au revoir.